commission, je pense qu'il est préférable d'y participer que de poser des questions en conseil communautaire. C'est peut-être certes moins spectaculaire, mais en tout cas, c'est plus efficace. Donc je pense qu'il est important que vous participiez aux commissions, ce qui nous éviterait de tenir de la longueur sur nos comités conseils communautaires. Je vous remercie énormément, monsieur le vice-président, mais vous savez que lorsque les commissions, et je rappellerai ce que rappelait monsieur le président actuel lorsqu'il était dans l'opposition, oui, c'est qu'il pouvait participer également aux commissions, mais qu'il était important aussi que on puisse participer et poser les questions en conseil communautaire ou en conseil municipal. Monsieur Ravier, vous touchez du doigt. Je prends non, pas ce soir, pas ce soir. Je dis sur le conseil municipal quand voilà. Vous touchez du doigt un sujet qui m'amuse énormément. Ah, mais j'imagine que tout vous amuse. J'ai autorisé dans le pacte de gouvernance, qui sera entre autres élaboré, puisque nous sommes en train de le travailler, puis redéfini dans une deuxième étape, on vous expliquera pourquoi, parce que ce sera la première fois que notre communauté de communes aura un vrai pacte de gouvernance, travailler avec l'ensemble des élus du bureau communautaire. Vous touchez du doigt quelque chose d'un peu sensible chez moi. Vous disiez avec Madame Santacana tout à l'heure ne pas avoir eu le document qui est présenté ce soir, qui n'est que la synthèse du document que vous avez reçu. Il n'y a rien de nouveau, on n'a pas changé les chiffres. En tout cas, pendant 6 ans, et je tiens à le rappeler, parce que l'évolution, on l'oublie parfois, j'ai permis à l'ensemble, je dis bien à l'ensemble, des conseillers communautaires, qu'ils soient d'une majorité ou d'une opposition de leur municipalité, ce qui n'est pas le cas ce soir. Ici, nous sommes tous des conseillers communautaires. Alors certains pensent être le représentant d'une opposition. Ici, on ne gère pas la ville d'Amboise, monsieur Ravier. On gère 14 communes. On gère un établissement public qui draine 14 communes. Et c'est bien la volonté de s'être rassemblés les 14 communes dans un projet commun. Et pendant les dernières années, aucun membre de l'opposition d'Amboise n'avait le droit, même s'il était conseiller communautaire, d'assister à une commission communautaire. Maintenant, ceux qui veulent, dans cette assemblée, assister, peuvent y assister. Et je dirais même, doivent y assister. Puisqu'il y a toutes les communes sont représentées. Et je dirais même que, pour ceux qui se sont connectés, il y a eu des questionnements, il y a eu des questions importantes. Je suis conscient que ça n'est pas facile de se connecter, la visio n'est pas simple, mais je pense que ce soir, c'est encore moins simple dans la situation sanitaire où nous sommes, et dans notre pays, nous prenons des risques, même si l'État nous y autorise. Mais en tout cas, vous avez la possibilité, depuis ce mandat, de pouvoir participer aux commissions et de pouvoir poser toutes les questions au préalable. Mais comme vous le savez, et ça, ce n'est pas un reproche que vous pourrez me faire, je réponds toujours à toutes les questions. Y a-t-il d'autres questions? Madame Guichard, je vous en prie. Oui, j'ai fait du tri. Alors, donc... C'est bien le tri sélectif. Voilà, c'est ça. Alors, une première question sur la transition énergétique. Si on a bien compris, 3,08% des charges à caractère général pour la transition énergétique, soit 0,41% du budget du fonctionnement. Et il n'y a pas de ligne d'investissement transition énergétique. Voilà. Première question. Ah bah si. Ah si. Vous ne pouvez pas dire ça. La transition énergétique ou la transition écologique, je peux les rassembler. Et vous ne pouvez pas les différencier de tous les projets. Elles sont intégrées dans vos projets d'investissement. Et je dois vous dire qu'on a fait des choix sur la transition énergétique ou sur la transition écologique importants quand même. Et pour la première fois, dans les charges à caractère général, vous avez une augmentation quand même substantielle de ce budget. Je vais laisser la parole à M. Deniau, puisque c'est sa vice-présidence, qui saura vous l'expliquer très clairement. Oui, dans un budget très contraint,
mais également dans un projet de territoire qui nous entraîne sur 3 axes forts qui sont le développement économique, la transition écologique et le social. Chacun devait, lors de l'établissement des budgets, défendre finalement son domaine. Vous savez ce que c'est que la règle de l'arbitrage. Cependant, je peux vous dire que pour 2021, dans le cadre du développement durable et de la transition énergétique, nous avons donc décidé de 30 000 € afin de débuter le travail sur l'inventaire de la biodiversité, puisque c'est acté, et que sur les 3 années suivantes, nous aurons un inventaire total sur le territoire. 40 000 € pour un plan de déplacement doux et alternatif, pour une étude sur le plan de déplacement doux et alternatif. 42 000 € pour des actions citoyennes, nid de frelons asiatiques, défis citoyens, équipements partagés, et 10 000 € pour une étude d'opportunité de création d'une cuisine centrale sur le territoire. Alors, je ne sais pas si on peut juger en termes de pourcentage par rapport à un budget global. Par contre, lorsqu'on doit faire des efforts dans le cadre d'arbitrage, tous les domaines sont concernés, même celui que j'essaie de défendre le plus vivement possible. Merci. J'ai d'autres questions. Alors, j'apporte un tout petit élément, parce que ce que vient de dire Philippe Degnaud est important. Vous ne pouvez pas avoir des actions qui ne soient que ciblées sur la transition énergétique en tant que telle. Regardez, on vous proposera, et c'est pour ça que je vous dis, et d'ailleurs sur le 65, dans le rapport d'orientation budgétaire, il était expliqué l'augmentation qui était due à l'atome. Et c'était inscrit clairement dans le rapport d'orientation budgétaire. Je vais vous donner un conseil. Conseil de, je ne vais pas dire de vieil élu, mais de préparation budgétaire. C'est notre choix. Il y a une logique entre le rapport qui reprend les grandes lignes de ce que constituera le budget. C'est, je dirais, la première explication de ce gros bouquin-là. Donc, quand on prépare, et c'est tout le travail qui est passionnant, à la fois fastidieux, quand on prépare un budget, le rapport d'orientation budgétaire donne la première ligne. Donc, un certain nombre de réponses sur les chiffres. Moi, je connais des collectivités qui ne font même pas ça. Hein. Ils vous font la lecture des lignes et paf, c'est voté. Nous, on explique. Et la première explication, elle est dans le rapport. C'est normal qu'on pose des questions. Mais vous avez raison, Madame Guichard. Je vous dis simplement un tout petit élément pour préparer votre travail et vos questions sur le vote du budget. Donc la deuxième question qui découlait de ça, sur la transition, c'est, en effet, vous nous parlez d'un budget très contraint, mais j'avais déjà posé cette question en commission générale, je ne sais plus. Pourquoi ne pas investir plus en tant que collectivité? Est-ce qu'on laisse la transition énergétique aux groupes privés, aux projets privés? Voilà ce qui découlait. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire par là. Je parlais par exemple de l'énergie photovoltaïque, de l'énergie renouvelable. Est-ce que la collectivité a l'intention de devenir acteur sur ces questions-là dans les années qui viennent? Elle l'est à 3 titres. Je vous le dis très clairement. Elle l'est dans l'activité de ses propres communes, déjà, de vouloir installer du panneau photovoltaïque, de faire de la récupération d'eau de pluie, de traiter, et on en reparlera sur l'eau, entre autres, de traiter sa gestion de l'eau d'une façon sans doute différente. On avait déjà interpellé sur les questions du cénomanien. On y travaille, ça évoluera, et ça va même peut-être évoluer plus vite qu'on ne le pense. Et puis, il y a une deuxième option. C'est effectivement l'engagement direct de la communauté de communes. Il y avait, et vous vous en êtes suffisamment ému, Madame Guichard, un parc photovoltaïque qui était prévu. Alors on a dit 12 hectares, et puis en lisant les textes, je me suis rendu compte que c'était 10, et puis au bout du bout, on se rend compte que c'est 8. C'est plus tous ces grands chantiers qui... Voilà, nous avons reçu lors d'un bureau communautaire la société qui envisageait cette installation d'un parc au sol de 8 hectares. Nous leur avons fait part de notre
sentiment, très partagé, et nous leur avons demandé de retravailler, ce qu'ils ont accepté d'ailleurs, alors qu'ils pourraient, puisque mon prédécesseur, quelques jours avant les élections, avait signé le dernier engagement d'un contrat, qui d'ailleurs n'aurait jamais remporté 100 000 €, une fadaise, puisque quand on a eu la présentation, on est à peu près, aujourd'hui, si on avait les 8 hectares, à 42 000 ou 48 000 €. 46, merci, je suis entre les deux. 46 000 €. Donc on n'était pas dans les 100 000 qu'on nous annonçait comme une recette tous les ans. Voilà. Et c'est pas moi qui l'invente, c'est l'entreprise qui gérerait ce parc qui nous en a fait état, qui nous a expliqué son calcul. On lui a demandé de retravailler, on va les revoir, il y a des étapes qui avancent. Et puis, il y a une troisième notion, Madame Guichard, qui est l'incitation. Et avec Monsieur Dupré, mais aussi avec d'autres collègues vice-présidents, c'est quelque chose que nous faisons régulièrement. Sur l'installation dans les zones d'activité, sur nos propres bâtiments, et aussi, pas simplement sur le photovoltaïque, sur la récupération de l'eau, on en parle, on y avance, mais tout ne se fait pas dans un claquement de doigts. Vous savez que toutes ces énergies sont elles-mêmes normées, et que d'installer des lumières avec des petits écrans photovoltaïques dans son jardin, c'est facile, mais d'installer des panneaux photovoltaïques sur le toit d'une piscine s'avère impossible. Donc là, sur le chantier de la piscine, c'est retour en arrière complet, malgré un architecte sans doute très performant, qui nous promettait des choses miraculeuses et qui s'avèrent être aujourd'hui impossibles. Je peux répondre ? Et vous pouvez intervenir. Alors Madame donc, je suis Guichard. bien contente d'entendre que le parc photovoltaïque rapporte seulement 46 000 € par an. Faire tout ça pour ça, c'est quand même bien dommage. C'est bien ce qu'on leur a dit. Quand on sait la révolte des paysans derrière qui qui continuent plutôt de se mobiliser. D'ailleurs, il y aura une émission lundi prochain sur Radio Béton à ce sujet. Alors, je vous donne 2 éléments. Nous avons reçu à la fois la CEPANT sur ce sujet, puisque j'aime bien les lettres ouvertes, mais je préfère le contact direct. Et nous avons reçu la Confédération paysanne aussi sur ce sujet. Et nous avons eu, je crois, je peux le dire, avec les collègues qui sont là, un échange franc et clair. Et en tout cas, je crois leur sincérité d'aucune attaque politique. Merci. J'ai d'autres questions. J'ai donc une question sur le tourisme. Qu'en est-il des mutualisations des offices de tourisme du 37 via les contrats de réciprocité avec la métropole ? La multiplication des structures coûte beaucoup aux collectivités. Le tourisme est une activité économique très concurrentielle. Pour être efficace, elle a besoin de visibilité et d'une communication performante. De spécialisation métier impossible lorsque le territoire n'a que des structures généralistes. L'échelle actuelle n'est plus bonne pour être efficace. Voilà. Là aussi, Madame Guichard, vous m'emmenez sur un terrain qui dépasse bien notre PCI. La mutualisation des offices de tourisme sur le plan de l'Indre-et-Loire, la mutualisation de l'office de tourisme de la métropole, de l'agence départementale du tourisme. Vous abordez un sujet qui, je pense, serait plus à même d'être traité dans les campagnes électorales qui arrivent. Mais ce soir, le président de la communauté de communes seul, derrière son petit micro, n'y peut pas grand-chose. Et en tout cas, ça n'est pas moi le président de l'office de tourisme. Aujourd'hui, c'est un office de tourisme associatif, même s'il est financé en partie, et pas dans sa totalité, par l'établissement public. Sur cette notion, Madame Guichard, c'est l'engagement que nous avons pris auprès des professionnels de tourisme d'être dans une réflexion, et je crois que le comité régional du tourisme et l'agence départementale du tourisme
qui l'autre jour faisait cette animation auprès des prestataires dits de tourisme, d'hôtellerie et de restauration et de commerce, ont fait un excellent travail de remobilisation de qu'est-ce qu'est l'offre touristique sur notre territoire. Où sont les failles? On est tellement, on croit tellement que notre tourisme, il est bien assis, il fonctionne bien, tout va bien. Je recevais hier avec Monsieur Châtelier, un prestataire hôtelier de Nazelles, qui a dit la Covid a tout changé dans le comportement hôtelier et qui est en train de revoir complètement son projet. Il y a sur cette notion-là. Maintenant, les offices de tourisme, c'est quelle vocation hôtel? À faire la promotion des commerçants, des restaurateurs, des hôteliers, des prestataires? Oui. Est-ce qu'elle a aussi vocation à avoir un enjeu plus large de promotion d'une région, d'une zone, de qualité de vie, de prestations? Oui. Et est-ce qu'elle a aussi une vocation à ce que l'on pense et ce que l'on essaie de mener, de dynamisation, de rayonnement de notre territoire? Oui. C'est bien pour ça, Madame Guichard, que déjà, avant d'aller demander aux autres de s'associer à nous-mêmes, balayons devant notre porte, regardons comment notre office de tourisme peut être un outil, et c'est pour ça que cette étude est en place, et je vais laisser la parole à Christine Fauquet sur ce sujet, mais je crois que c'est politiquement une volonté. Deuxièmement, une notion peut-être différente de voir le tourisme aujourd'hui avec l'épisode que nous traversons, parce que quand les portes vont s'ouvrir, qu'est-ce qui va se passer? Bien malin celui qui pourra nous le dire. Oui, je crois que... Alors déjà, en ce qui concerne les contrats de réciprocité, la métropole n'a montré aucune volonté de les reprendre ni de les reconduire. On n'a aucune nouvelle. On est plusieurs vice-présidents de comités de communes, notamment de l'Est Tourangeau, à se poser la question, parce qu'on attend. Bon. Sinon, on a lancé effectivement l'étude avec le CRT et l'ADT concernant une étude sur le développement touristique de notre territoire, en ayant comme but la satisfaction du visiteur. Et c'est extrêmement intéressant, puisque aussi parallèlement à l'Office de tourisme, il y a un groupe de travail qui travaille sur les projets. Et vraiment, on arrive à une grande cohérence. Donc on a fait un atelier il y a 2 semaines avec beaucoup d'acteurs touristiques du territoire qui nous permettent d'avancer. L'étude également sur les statuts de l'Office de tourisme vont nous permettre de voir un petit peu mieux comment on va, où on va aller surtout. Et d'autant plus que la convention avec l'Office de tourisme est arrivée à échéance en décembre. Nous l'avons reconduite pendant 1 an pour prendre notre temps et travailler ensemble en partenariat, puisque je vous signale que le président et la directrice de l'Office de tourisme sont associés à strictement toutes les réunions de travail, avec le cabinet comme avec le CRT et l'ADT. Donc voilà, on est en train de faire un diagnostic, on est en train de poser les bases d'une ouverture qui d'ailleurs aussi se traduira dans le travail qui est fait sur la refonte des aides économiques, qui permettront de s'adapter plus, de voir plus le cas par cas et de travailler en fait à un développement harmonieux de notre territoire. Si vous avez d'autres questions, c'est le moment avant qu'on... Peut-être Monsieur Châtelier avait demandé la parole depuis un moment. Donc on va laisser la parole à Monsieur Châtelier. J'avais pas fini, j'en avais juste encore Alors, une. allez-y, terminez, Madame Guichard. C'est la dernière pour l'instant. J'en ai 2. C'est... Posez les deux d'un seul coup. Les deux, c'est en fait... donc on a je sais pas comment dire, un problème sur l'endettement. Mais par contre, en fait, vous dites que vous continuez les grands projets. Donc, dans les grands projets, il y a la piscine, le pôle culturel et après la boîte à redire, ça c'est discuté plus tard. Mais du coup, j'ai pas très bien compris, même si vous nous dites qu'on a déjà voté pour ça. Pourquoi est-ce qu'on continue les grands projets comme ça? C'est quoi votre décision, en fait? C'est ça la question. C'est quoi votre décision par rapport à la situation? Ma décision, merci de me donner cette opportunité. Si on avait le choix, Madame Guichard, l'engagement budgétaire est tel. Imaginez que demain, on s'est tous posé la question. Tous. Allez, on arrête la piscine. Ça ne fonctionne pas. J'ai reçu le directeur régional de l'Agence régionale de santé. Je peux vous dire que j'ai pris une douche froide avant de rentrer dans le grand bain. Si on y rentre un jour.
pour le moment, l'ARS, pas de réponse, pas d'ouverture. Pas d'ouverture. On a passé 1h30 sur le dossier de la piscine, à reprendre point par point. Je rappelle que l'ARS a émis un avis négatif sur le permis de construire en 2018 et qu'il y avait en suspens une lettre, on devait répondre sur 15 points. J'ai répondu à cette lettre en janvier 2021. Et c'est comme ça que le contact avec l'ARS a été repris. J'ai reçu M. Habert. Cette question de la piscine, je vous dis, 1h30. Et pour que le directeur régional de l'ARS se déplace en période de Covid à Amboise pour traiter d'un dossier, c'est qu'il y a urgence. Et il y a tellement urgence qu'on ne sait même pas, ni lui ni moi, ce que nous allons pouvoir faire. Donc oui, j'y ai pensé. Oui, les vice-présidents, à un moment donné, m'ont dit « Eh bien, on arrête ». Sauf que, regardez sur les engagements budgétaires. J'arrête, je mets 6 millions à la poubelle et je dois payer des indemnités compensatrices à l'architecte, aux entreprises, parce qu'on arrêterait les travaux. Donc, allez, on va dire 8 millions hein, au total. Soit presque le prix de la piscine. Et il faudrait que j'arrête. Et on n'aurait rien. J'avais téléphoné à la Nouvelle République, ils n'ont même pas cru à mon poisson d'avril, le 1er d'avril, quand je leur disais que j'allais en faire un skatepark. Ils n'y ont même pas cru, vous voyez. Merci. Et on pourrait en faire peut-être une patinoire. Et ma dernière question. Mais en tout cas, sur ce point-là, on ne peut pas. C'est pour ça les APCP. C'est l'engagement qui est pris par la collectivité et après, on en prend la suite. Et si même j'avais pu réorienter sur une piscine en eau chlorée, premièrement, il y avait un concours d'architectes. Les architectes qui avaient perdu le concours pouvaient attaquer. Et ils auraient attaqué, ils auraient eu raison. Deuxièmement, la modification du traitement de l'eau en eau douce à chlorée, plus la modification de la ventilation, plus la modification des matériaux en intérieur, c'était minimum 1 500 000 de travaux supplémentaires, avec des poursuites juridiques à la clé. Voilà. Peut-être un micro pour Madame Fauquet. Effectivement, comme le dit Madame Fauquet, toutes les subventions qui ont été orientées sur un projet innovant nous auraient été retirées par l'État, la région et le département. Ok, merci. Et dernière question, donc en fait, dans activité économique, j'ai compris que c'était pour les entreprises. Par contre, je me demandais quel était le programme sur l'agriculture. Alors, j'ai pas fini tout à fait ma question. Je vous en prie. Pardon. Donc avec cet épisode de gel qui vient de toucher le territoire, avec, moi je me pose la question des réponses qu'on apporte à ça, aux viticulteurs en particulier. J'ai pas développé sur la partie arboriculture, mais en tout cas pour la partie viticulture, pour être dans le domaine et connaître quand même beaucoup de solutions en agronomie. On peut mettre en œuvre plein de choses en accompagnant les agriculteurs en premier lieu, en les formant, en replantant des arbres, en intégrant des céréales géantes au milieu des vignes, en nourrissant la vigne avec des acides aminés par exemple, en ne labourant plus, enfin tout ça en remettant en cause totalement le système agricole actuel. Mais bien évidemment, il faut des gens qui forment les agriculteurs et qui les accompagnent. Ça ne suffit pas de l'annonce du ministre de l'Agriculture sur une possible inscription en calamité agricole. Donc en fait, ma question, c'était qu'est-ce qu'on fait sur le territoire là, à la CCVA, pour cette agriculture et pour l'emmener dans la transition écologique. Voilà, merci. Merci Madame Guichard. Premier point, sur les gelées de la viticulture, je m'émeus pas de ce genre de choses. S'émouvoir, ça ne fait pas avancer grand-chose. J'ai surtout pris de leurs nouvelles.
Sur notre territoire, je crois qu'il faut peut-être donner l'information, mais nous sommes à peu près à 40% de territoire gelé sur les blancs, c'est-à-dire essentiellement les chardonnays, les chenins et les sauvignons. Sur les rouges, qui sont plus tardifs, ils n'ont pas été touchés, mais en tout cas, nous sommes entre 50 et 40% de gel sur la communauté de communes du Val d'Amboise. Pour tout vous dire, le gel, on ne le voit pas le lendemain matin, hein, vous le savez mieux que moi, il faut attendre quelques jours pour voir comment les bourgeons réagissent, s'ils sont grillés ou pas. Je referai un point, c'est prévu demain, avec le président du syndicat. Sur les notions que vous abordez, alors il y a deux choses importantes. L'aide aux entreprises, elle peut s'apporter auprès de l'agriculture. Il y a mais je pense que là, c'est plus la compétence de la région. C'est une compétence d'ailleurs régionale, et on le voit dans le cadre du CRST. Ce n'est pas une compétence communautaire. Donc, déjà, je trouve, sur notre communauté de communes, on a eu parfois tendance à élargir des compétences sans que ce soit très clair. Ça sera d'ailleurs l'un de nos travaux du bureau. Et deuxièmement, ceux dont vous parlez, qui sont sur des techniques, où la formation, là aussi, est liée à la région et non pas à la communauté de communes. On pourrait aider sur des investissements, mais moi, je me vois mal en tant que président de communauté de communes, alors que nous n'avons pas la compétence agricole, aller leur expliquer qu'il faut planter des bois, des arbres, des céréales géants, ou je ne sais quel autre... ça marche par contre, ça gelé. Fonctionne. Oui, ça fonctionne. mais ce n'est pas une question communautaire, Madame Guichard, c'est ça que je veux dire. Parce qu'on peut se mêler tout au sein de la communauté de communes. Mais après, comment est-ce qu'on le finance? Le propre d'un établissement public comme le nôtre, c'est qu'il a des compétences, qu'il réponde déjà à ces compétences, c'est pas mal. Mais après, si on s'étend trop, sur une autre notion agricole, il y a le PAT, oui. Le plan agricole et alimentaire territorial. Ça, c'est un sujet que nous aborderons. Effectivement, vous avez vu qu'il y a déjà une étude, entre autres sur une unité de restauration collective, pour essentiellement, je pense, nos écoles et nos ALSH et maternelles, il y a une étude qui se lance. Donc, vous comprendrez qu'on ne peut pas aller sur tous les champs. Le champ que vous abordez, et je comprends qu'il vous intéresse, est plutôt le champ régional. Alors, juste les chiffres, moi, j'ai pas eu 40%, on m'a dit beaucoup plus que ça, on m'a dit dans certains endroits 80 à 90%, voilà. Non, mais c'est quand même catastrophique. Ah oui, c'est catastrophique, et on en est conscient. Ce qui est catastrophique, c'est qu'on ne change pas de modèle agricole, c'est ça, la catastrophe. Là, madame Guichard. C'est tout ce que je veux dire. C'est-à-dire que si on attend toujours la répondre. région... Ça relève de l'organisation des filières professionnelles, agricoles ou viticoles. C'est des gens de chez nous quand même. À un moment ou à un autre. Là, et ça se passe au lycée viticole, ça veut dire que ça se passe chez nous, en fait. On est sur un sujet très général qui dépasse largement les compétences de la CC, ça a été dit. Il y a des filières professionnelles donc, qui s'organisent avec leurs propres connaissances, leurs propres moyens, leur propre analyse de la situation. Donc là, on est sur une situation conjoncturelle due aux effets climatiques. Hein, donc, mais autrement, sur toutes les questions que vous soulevez, j'ai envie de vous dire, mais c'est d'abord aux viticulteurs de faire ces choix. Donc, mais du coup, on fait rien, en fait, il se passe rien, on sait que c'est la catastrophe et on va chercher de l'argent au moment où c'est la catastrophe. Alors qu'à un moment, il faut que les citoyens se mettent ensemble et Madame Guichard, j'entends vos préoccupations, mais ici même, on pourrait parler de la maltraitance du bébé secoué, on pourrait parler de sujets éminemment importants, de la justice rendue, du crime. Je suis maire, comme un certain nombre de personnes ici. On voit sur nos territoires du délit, du crime, du décès violent parfois. J'ai eu un assumé la semaine dernière de façon pas très drôle. Et pour autant, c'est pas moi qui rends la justice. Et parfois, je la trouve peut-être un peu pas assez... Enfin, vous y mettrez les qualificatifs que vous voulez. Mais à la fois... N'oublions pas, oui, Madame Christine, je vais te laisser la parole, mais n'oublions pas qu'ici, nous traitons de nos compétences. Et la compétence agricole, j'entends.
Je peux vous donner des conseils, si vous le souhaitez. Présentez-vous à la région, et je crois que vous en avez largement envie. Présentez-vous aux législatives, et peut-être qu'un jour, je vous dirai, présentez-vous aux élections présidentielles ou européennes. Mais ici, nous traitons que notre champ de compétences. Alors après, on peut lancer des débats dans un cadre plutôt d'une démocratie et du débat public. Et je suis prêt à travailler avec vous sur cette notion en invitant des agriculteurs, en invitant des citoyens, en invitant des personnes qui s'intéressent à la chose publique et à faire le débat d'un modèle de société que l'on pourrait considérer comme idéal, mais en tout cas, ça ne se passe pas dans une communauté de communes et j'en ai un profond regret. Moi, je veux juste vous rassurer sur une chose. Le seul moment où on peut intervenir là-dessus, ça va être, puisqu'on est en ce moment au mi-parcours du contrat régional de solidarité territoriale, quand on va aborder le nouveau contrat, c'est là où, vous savez, un contrat régional de solidarité territoriale, c'est le point de rencontre entre la politique régionale et la politique du territoire. Ce que veulent les maires, c'est vraiment cette osmose qui doit être faite. Alors pour le moment, c'est quand même très imposé par la région, mais j'espère que ça va pouvoir évoluer et que nous arriverons à faire des vraies co-constructions où la région pourra justement soutenir les projets du territoire et non pas imposer les lignes au territoire. Et dans ce cadre, c'est un vœu pieux, hein, dans ce cadre, c'est là où les élus communautaires qui siègent, et les maires qui sont là, et les élus communautaires qui siègent au pays, dans ces négociations avec la région, et au moment où on va définir les axes de travail du prochain contrat de solidarité territoriale, on peut aborder ces sujets-là. Et on peut effectivement se battre pour ces sujets-là. Très bien. Mais je vais laisser la parole à Richard Châtelier qui a demandé la parole tout à l'heure. Ah si, je sais ce que je veux dire parce que je l'ai écrit, donc il n'y a pas de souci. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers communautaires, avant de procéder au vote, et qui j'espère aura lieu avant demain, on doit pouvoir y arriver, il nous reste 1h25, les élus de Nazelles-Négron souhaitent vous expliquer un peu leur vote. Conscients des difficultés majeures qui nous ont été présentées dans les différentes réunions préalables à cette délibération de conseil communautaire, nous vous faisons savoir que nous serons solidaires. Néanmoins, nous serons tout au long de ce mandat attentifs aux décisions et actions. Nous serons force de proposition et analyserons toutes les incidences positives ou négatives pour toutes nos collectivités, pour la préservation des capacités d'action des communes. Nous avons bien évidemment la volonté de nous impliquer dans la réalisation de la charte de gouvernance, mais également dans le pacte financier et fiscal de solidarité, dans le nouveau schéma de mutualisation et d'une manière plus globale, dans la construction du projet de territoire. Pour reprendre une image propre à notre commune, à savoir un bateau de Loire, nous voulons être dans le bateau, ramer tous ensemble, mais vigilants, en permanence sur le cap donné par le capitaine. Pour conclure, malgré nos inquiétudes sur l'avenir et après une délibération, le choix du bureau communal et des élus de Nazelles-Négron ne souhaitent pas se défausser et voteront ce budget. Merci. Merci, Monsieur Châtelier. Je vous donnerai une seule réponse, au-delà de mon remerciement et de votre confiance, c'est que je ne vais pas vous donner le choix de nous accompagner dans la constitution du pacte financier et fiscal. Je ne vous donnerai pas plus le choix que de participer à l'élaboration du pacte de gouvernance. Je ne vous laisserai pas un centimètre non plus de tranquillité en ce qui concerne le schéma de mutualisation et, bien sûr, le projet de territoire. Votre propos me fait plaisir. Je suis d'un nature optimiste. Nous vous avons donné la situation comme elle était, avec une prospective qui a, bien sûr, des failles. Je tiens à dire que, d'ailleurs, le cabinet qui est venu n'est lié ni de près, ni de loin avec moi-même. Je ne les connaissais pas. Je n'ai pas l'intention de les connaître plus pour annoncer ce qu'ils m'ont annoncé.
Mais en tout cas, c'était la possibilité de dire la vérité, de prendre conscience et d'avoir ce courage positif. Parce que, comme vous, tous et toutes, même si on n'est pas toujours d'accord, ce territoire, vous l'aimez. Et vous avez envie qu'il avance et qu'il se construise. Je donne toutes les explications. Tout dans cette communauté de communes est à disposition des élus communautaires. Pour tout vous dire, il n'y a pas d'armoire dans mon bureau. Vous savez pourquoi? Comme à la ville. Parce que tout se situe dans les services. Je n'ai pas de dossier particulier, je n'ai pas de dossier caché, tout est disponible. C'est bien pour ça que d'ailleurs nous travaillerons ensemble. Et je vous rappellerai mon propos introductif quand vous m'avez fait l'honneur de m'élire président. La vocation de cette communauté de communes, c'est de travailler à 14. Dans les moments difficiles, comme dans les moments plus faciles et plus joyeux. En tout cas, merci pour votre propos. Monsieur Garçonnet. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les conseillers communautaires, chers collègues, ce soir, notre Assemblée va prononcer et délibérer sur les budgets de l'exercice 2021, premier de notre nouvelle mandature 2020-2026. Chacun et chacun d'entre vous a pu mesurer, en élaborant son propre exercice budgétaire communal, des difficultés financières de plus en plus prégnantes, liées à la stagnation, voire à la diminution de nos recettes et à l'augmentation toujours croissante de nos charges fixes, ce qui induit nécessairement, après étude prospective, une programmation attentive, rigoureuse et échelonnée de nos projets d'investissement tout au long de la mandature. Ici, pour compte de notre communauté de communes, l'examen de l'analyse financière rétrospective et prospective que vous avez fournie suscite beaucoup d'interrogations et d'inquiétudes pour l'avenir. Compte tenu, et vous le dites vous-même, Monsieur le Président, des opérations d'investissement lancées à la fin du mandat précédent, investissements nécessaires, mais pour le moins programmés sans études financières sérieuses, tant au niveau des investissements, plus-value estimée actuellement entre 30 et 55%, que des charges de fonctionnement pour lesquelles nous ne disposons pas de données réelles. Nous savons, Monsieur le Président, que vous héritez de cette situation et que ces budgets 2021 se doivent d'assumer les engagements antérieurs pris. Chacun le sait, par une gouvernance à l'époque réduite et non représentative de l'ensemble des communes. C'est pourquoi, Monsieur le Président, la commune de Possé-sur-Cisse va voter ses budgets 2021, de même qu'elle sera présente et active pour engager la réflexion stratégique indispensable qu'il convient de conduire sans tarder au niveau de notre projet de territoire, du pacte financier et de notre charte de gouvernance. Mais je tiens à être clair, Monsieur le Président, notre vigilance sera sans faille et les objectifs qui seront fixés ne seront pas pour nous acceptables et opérationnels s'ils n'entraînent pas l'ensemble et l'assentiment et la contribution de toutes les communes dans le respect de nos identités et de nos choix propres. En cela, je me fais porte-parole devant vous ce soir de la gouvernance communale de Possé-sur-Cisse. Merci, Monsieur Garçonnet, de ces propos encourageants. Je n'ai pas envie de regarder derrière. Je l'ai mal vécu pendant 6 ans, et vous le savez, parfois, même si les choses ont pu avancer sur d'autres points, mais c'est vrai que la gouvernance est une chose importante. La gouvernance, la méthode de travail, je pense que les choses évoluent, elles doivent encore évoluer, il faut faire évoluer. Je pense qu'elle ne doit pas évoluer qu'au sein même du conseil communautaire, elle doit évoluer au sein même de son administration. Elle doit, sur la confiance des agents. J'entends parfois des propos sur nos propres agents, j'en suis scandalisé. Donc ce que vous dites ce soir, je le prends comme un encouragement. Vous le savez, comme moi, ça n'est pas facile cette période, et vous le disiez dans le début de votre propos. Il n'y a que les commentateurs qui peuvent penser que de gérer une collectivité ou un établissement public dans cette période de la Covid-19, où on sent que sur une de nos premières compétences, qu'est l'économie, les choses vacillent,
Vous avez vu déjà sur notre territoire plus de 500 jeunes qui ont perdu leur emploi, où les questions environnementales sont prégnantes, où toutes ces questions-là. Alors je vais vous dire, le fond de ma pensée, c'est que je n'ai pas de temps à perdre avec les bisbilles. Je n'ai pas de temps à perdre à penser si on est de Possé, de Saint-Ouen, de Montreuil ou de Saint-Règle. Vous croyez que nos habitants sont dans cette préoccupation-là? Non. D'ailleurs, c'est ce qui nous poussera à travailler aussi avec les autres communautés de communes alentours, celle de Bléré, de Châteaurenaud, celle de Montlouis, avec qui nous travaillons aussi très bien. Et dans peu de temps, je ne vous le cache pas, je prendrai la tâche des communautés de communes du Loir-et-Cher, qui nous sont nos voisines. Vous disiez, Madame Guichard, et un certain nombre d'entre vous, dans vos propos, le disiez, il y a des choses à faire avancer. Alors moi, le rétroviseur, je ne suis pas un bon conducteur déjà, mais le rétroviseur, ça ne m'intéresse pas. Nous mettrons cette année en place des outils importants. Et je n'ai pas l'intention, et je le répète ici, aller à l'encontre des décisions des conseils municipaux. Il y en a certains qui souffrent des conseils municipaux en ce moment même. Il y en a qui peut-être s'en relèveront pas d'ailleurs. Il y a des communes qui vivent des difficultés financières. La solidarité communautaire, elle est là aussi. Elle est là aussi. Et le pacte financier et fiscal sera là aussi. Mais en tout cas, on doit redéfinir le dessin de la communauté de communes. Nous avons passé l'étape de la fusion de deux communautés de communes, qui n'a pas été simple. Les rancœurs, les rancunes, dans cette salle même, j'en ai entendu des propos parfois outranciers, à mon endroit ou à l'endroit d'anciens présidents. Moi, ça n'est pas ma vocation. Oui, je suis maire d'Amboise et j'ai une opposition à la ville, et alors, c'est la démocratie. Oui, Nazelles-Négron a aussi son opposition. Oui, d'autres communes ont sans doute leurs oppositions au sein de leur conseil. Et alors, c'est la démocratie. Mais en tout cas, il y a une chose qui ne me fera jamais trembler, c'est l'intérêt du territoire. Et d'ailleurs, je pense en tant que maire d'Amboise, avoir suffisamment donné de preuves qu'Amboise n'était pas le maître du territoire, qu'elle était là pour donner une dynamique, et qu'en aucun cas, la ville d'Amboise estime qu'elle a tous les droits, au point même d'être l'entière décideuse de toutes les infrastructures communautaires. Voilà. Je vais donc, on va en terminer là. Je voulais parce juste que... répondre, Monsieur le Président, Oui, je voulais vous remercier pour cette réponse et vous dire que, effectivement, nous sommes avec vous pour le vote du budget. Merci. On va donc mettre aux voix, puisqu'il est déjà quand même 22h45. Je vais donc vous proposer d'adopter dans son ensemble le budget primitif 2021 de la communauté de communes du Val d'Amboise qui s'équilibre en dépenses et en recettes comme suit, soit en dépenses 18 187 955,24 €, en recettes 18 187 955,24 € pour la section de fonctionnement. Pour la section d'investissement, en dépenses 14 713 193,17 € et pour les recettes, le montant de 14 713 193,17 €. Mes chers collègues, y a-t-il des votes contre? Un vote contre. Y a-t-il des abstentions? 3 abstentions. Merci, mes chers collègues, pour ce vote important de ce soir, ce premier budget de ce mandat. Nous allons passer, et merci de cette confiance que vous faites à la fois, que vous me faites, mais que vous faites aussi à l'ensemble des vice-présidents. Nous allons passer au deuxième budget, qui est le budget annexe des zones d'activité. On lit que la colonne... On lit que le BP 2021 parce que le reste s'est affiché, tout le monde le voit. Sauf les internautes. Pardon?
Donc, en ce qui concerne le BASA, dit le budget annexe de zone d'activité, en ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, nous sommes à un budget total de 20 477 321 €, avec une baisse de 6,43%. Donc, des charges à caractère général d'1 369 000, des charges de gestion courante à 100 €, des charges financières de 214 100, des charges exceptionnelles, il n'y en a pas, des opérations d'ordre de 17 118 723 €, des opérations d'ordre à l'intérieur de la section pour 214 100 €, des versements de la section d'investissement pour un montant d'1 543 022,05 €, et enfin, un solde d'exécution reporté pour 17 975,95 €. En ce qui concerne le budget des recettes de fonctionnement, un produit de service du domaine de 310 000 € inférieur donc à 58,76%, une dotation et participation de 941 000 € pour une évaluation de moins 10%, autres produits et gestion courante de 4 200 €, opération d'ordre 18 702 123 €, en baisse d'un 72%, opération d'ordre à l'intérieur de la section pour un montant de 214 100 € qui était ISO à 2020, et des restes à réaliser pour un montant de 305 898 €, soit une baisse de 63,28%. Des dépenses d'investissement sur l'emprunt et dette assimilée pour un montant de 816 870,80 €. Des immobilisations corporelles, il n'y en a pas. Des opérations d'ordre pour un montant de 18 702 123 € et un solde d'exécution reporté pour un montant de 2 992 151,25 €, soit un total de 22 511 145,05 €, donc une augmentation de 6,16%. On va passer à la page suivante. Très bien. Ah ben, il n'y en a plus. Mes chers collègues, y a-t-il des questions sur ce budget annexe des zones d'activité? Madame Guichard. Je vais lire ce que nous avions noté. Aménagement de la boîte Ardière Ouest pour 804 300 €. Pardon, je n'ai pas entendu, excusez-moi. Aménagement de la boîte Ardière Ouest pour Oui. 804 300 €. Oui, Aménagement de la boîte Ardière Est pour 515 000 €. oui. Un emprunt de 1,369 000 € nécessaire pour équilibrer ce budget. Une recette de 310 000 € attendue au titre de cession des terrains. Oui. Voilà, quelle est la rentabilité de la zone d'une manière générale? Alors, Madame Guichard, je crois avoir été déjà suffisamment clair, là aussi, dans différentes interventions ainsi que dans le rapport d'orientation budgétaire. Il ne vous a pas échappé les choix qui ont été faits par le bureau communautaire de mettre un stop, effectivement, à la vendre au moindre prix, alors que c'était une politique largement défendue sous les années précédentes, puisque cette question s'est souvent posée, et l'on m'avait dit à l'époque qu'on n'était pas un agent immobilier. Donc nous avons un choix différent. Et d'ailleurs, on le voit, vous savez, je signe les fameuses DIA, c'est-à-dire les demandes de ce qu'on appelle l'aliénation, c'est-à-dire la capacité que j'ai en tant que président de communauté de communes à pouvoir préempter des biens. Quand vous voyez des biens sur la zone d'activité avec des bâtiments qui ont déjà 30 ou 40 ans et que vous voyez les montants de vente au mètre carré et que nous, on vend 25 €, je peux vous dire, vous avez des frissons dans le dos. Hein. Des frissons dans le dos. Donc, c'est 25 €, ça n'était plus, ça n'est pas tenable. Il y a pour ça une assistance qui a été demandée à la 737. Je crois que nous les voyons la semaine prochaine. Je me tourne vers Pascal Dupré pour avoir leur première analyse. En tout cas, il est fini le temps de la vente des terrains à ces prix. Le choix du montant en fonction de l'aménagement et en fonction aussi de l'offre que nous pouvons apporter sur notre territoire est un vrai sujet de fond. Sur la capacité
Et sur la superficie, je crois que là aussi, on a déjà suffisamment répondu. En tout cas, ce budget BASA est un budget qui est un peu un budget de stand-by, si je puis me permettre, sachant que n'oubliez pas qu'il y a une notion très importante, c'est que maintenant nous sommes en gestion de stock et non plus en gestion comptable classique. Donc il faut être très prudent. Donc sur ces points-là, le budget au jour d'aujourd'hui, on ne va pas vous présenter des ventes. Et les ventes qui se font au montant de 25 ou 30 euros sont des ventes sur lesquelles il y a eu, et je le redis, parce que parfois j'ai l'impression qu'on a beau dire les choses, on pense que je raconte des bêtises. Les ventes de terrain qui se sont faites depuis le début du mandat à 25 ou 30 euros sont celles pour lesquelles il y avait eu des accords préalables sous l'ancienne mandature. Donc la continuité du service public, elle est comme ça. Quand votre prédécesseur a signé une lettre d'engagement pour l'établissement public, c'est pas parce que vous êtes élu président que vous devenez un cow-boy ou un chef de village, comme disaient certains. C'est pas vous qui décidez de vie et de mort sur les gens. Donc vous respectez la parole de votre prédécesseur qui a pris un engagement au nom de l'établissement public. Voilà, c'est la chose la plus importante. Il faut maintenant se reconcentrer sur cette partie d'activité. Et je rappelle encore une fois que les zones d'activité, ça n'est pas que la Boîte-Ardière. Il y en a d'autres. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Madame Santacana. Oui, alors pour revenir à la Boîte-Ardière, je suis désolée, puisque là, quand même, le gros du budget touche la Boîte-Ardière. Déjà, sur le prix des terrains, je pense que vous avez lu, comme moi, il y avait un article intéressant sur l'ANR, justement, qui reprenait un débat de conseil communautaire qui a eu lieu, je crois, il y a 3 mois, justement, quand M. Léva avait effectivement... vous avez interpellé sur le prix des terrains. Il s'avère que quand on compare la communauté de communes de l'Est Tourangeau, la nôtre, et puis celle de Castel-Renaudet, on se situe dans la moyenne. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que quand des enseignes comme Picard, Centracor ou Biocop s'implantent sur une zone d'activité commerciale telle que la nôtre, c'est qu'elle est attractive. C'est que ça répond aussi à une demande de la population. Ouais, il ne se passe pas une semaine sans qu'on me demande « Alors, le magasin Picard, il ouvre quand ?» Je ne sais pas quoi répondre puisque, effectivement, je n'ai pas de nouvelles. Alors, je viens de comprendre sur les délibérations qui suivent qu'effectivement, ça ne devrait pas tarder. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'au-delà du prix du terrain, une entreprise qui s'installe, ça va générer des taxes qui vont venir... nourrir, si vous voulez, la communauté de communes. Je pense qu'il ne faut pas s'arrêter au prix du terrain, mais aux taxes qui permettent le fonctionnement derrière de la vie économique de la communauté de communes. Et ça, vous semblez l'oublier, parce que nulle part, on en parle. C'est aussi des emplois. Vous parliez tout à l'heure, effectivement, des jeunes qui sont fortement impactés. Et si vous avez lu aussi la Nouvelle République de ce matin, effectivement, on voit que ces jeunes-là, les plus impactés, sont des jeunes qui ont des niveaux scolaires autour du bac et qui recherchent dans les commerces de grande distribution. Donc, ça répond aussi à une demande, à une offre d'emploi. Et j'en terminerai, puisque effectivement, tout à l'heure, vous avez parlé du fait, et ça, je vous l'accorde, vous ne siégiez pas à l'époque aux commissions. Et effectivement, je le regrette. Alors, là, vous nous proposez de siéger aux commissions, mais voyez, quand j'étais conseillère communautaire, il y avait une commission économique par mois, le premier lundi de chaque mois. En général, une moyenne de 10 à 11 commissions par an. Depuis que vous êtes au pouvoir, je n'ai vu que, en tout cas, 2 commissions et 4 commissions repoussées ou annulées. Alors certes, on peut y siéger, mais il n'y en a eu que 2. Et je trouve dramatique qu'il n'y ait que 2 commissions économiques en un an, alors que, on est en situation de crise pandémique,
je pense qu'il va y avoir vraiment besoin d'aider les entreprises. Alors, je me demande, est-ce que c'est quelque chose qui n'intéresse pas la communauté de communes ou est-ce que les décisions sont prises hors commission? Madame Santacana, vous abordez un certain nombre de sujets, certains avec une approche un peu particulière tout de même. Vous parlez d'une zone d'activité commerciale, vous oubliez qu'il y a un centre-ville. Alors je veux bien, moi, qu'on fasse une zone d'activité commerciale sans qu'on ait fait la moindre étude de revitalisation du centre-ville d'Amboise. L'éparpillement des zones d'activité, j'ai eu la chance, avec Madame Guerlet et avec Monsieur Dupré, de recevoir le président du Conseil national du commerce de France, et vous pouvez dodiner de la tête, mais je pense qu'il a une capacité à l'analyse commerciale que personne ici n'a, puisqu'il est interpellé par les plus hautes autorités de l'État et d'autres, et il nous rendra, malheureusement, sa plus proche collaboratrice était atteinte de la Covid. Ça aussi, vous avez l'air d'oublier qu'il y a la Covid-19 en ce moment. Non. Et que nous siégeons, et que je suis moi-même sollicité très souvent sur la commission départementale, effectivement, sur la situation économique, que les entreprises en ce moment vivent des difficultés, soit, on en est bien au courant. Je pense qu'on a suffisamment de contacts pour les entendre. Et là aussi, je crois que le groupement des entreprises du territoire d'Amboise, du Val d'Amboise, le GEDA, nous avons eu plusieurs contacts avec eux et nous avons des échanges plutôt constructifs. Je vais revenir sur quand même plusieurs points. Le prix du mètre carré. Je crois que c'est une utopie que de croire, pour en avoir un jour, avec une certaine provocation, Pascal peut le reconnaître, dit à un marchand de lunettes, c'est 70 € le mètre carré. Vous savez ce qu'il m'a répondu, Madame Santacana? Eh bien, je le répète, Monsieur Ravier, parce que vous n'avez pas l'air de le comprendre. Le prix n'a pas d'importance. Non, mais puisque vous défendez une position, n'ayez pas cet air comme ça très condescendant de faire croire que vous savez tout, Monsieur Ravier. Je le répète. Premièrement, les emplois que vous aviez annoncés à l'époque, quand on regarde les premiers magasins, aucune création d'emploi. Aucune. On en a parlé avec les... C'est faux, c'est faux. Alors, Madame Santacana, je vous réponds, je vous ne les ai pas coupés dans votre propos, ça n'est pas faux. Vous croyez que les opérateurs, on ne les a pas vus? Vous croyez que les chefs d'entreprise, ils ne viennent pas nous voir? Vous croyez que le discours qui est mené avec eux n'est pas clair? Vous pensez qu'à un moment donné, nous sommes anti-entreprise? Mais, je ne sais pas, Vous êtes anti-Bois-Tardière, je crois que vous êtes en train de monter des mythes. C'est notre première vocation, l'aide à l'entreprise, mais ce n'est pas de le faire n'importe comment. C'est aussi de le faire dans une démarche responsable sur le plan environnemental. Et pas simplement en mettant une piste cyclable sur un endroit où on ne peut pas aller à vélo. C'est pas simplement de planter une haie. C'est pas simplement... Oui, nous avons pris ce dossier à bras-le-corps. Je crois qu'avec M. Dupré, nous avons rencontré entre 50 et 60 investisseurs, qu'il y a un certain nombre de dossiers qui sont mis sur la table, qu'eux-mêmes ne croient pas au modèle de la petite parcelle l'une à côté de l'autre, qu'il y a une volonté, et on nous le dit, d'un projet de développement et d'aménagement. Je n'ai pas entendu un seul chef d'entreprise investir, me sauter à la gorge en disant « Vous êtes un anti-entreprise », loin de là. Nous avons d'ailleurs pris un certain nombre de dispositifs pour les entreprises dès le début, puisque nous avons suspendu, entre autres, la contribution des entreprises. Il y a une responsabilité d'aménagement d'une zone. Et ce n'est pas de simplement implanter des commerces pour implanter des commerces. Nous sommes à la limite d'une zone d'habitation, nous sommes sur un axe central, nous n'avons pas fait, et d'ailleurs la Chambre de commerce, mais aussi tous les autres partenaires économiques nous l'ont dit, il n'a pas été fait d'études commerciales du bassin avant d'ouvrir à des nouveaux commerces. Voilà. Maintenant, j'entends ce que vous dites
vous aviez sans doute un modèle qui était beaucoup mieux que celui que nous défendons. En tout cas, il a l'air de faire plutôt l'unanimité chez les professionnels. En ce qui concerne les engagements financiers des futurs investisseurs, on nous avait dit, vous verrez, il y aura un grand magasin de sport. Jamais revu, jamais entendu parler, jamais vu une trace. Et puis, il y a un problème moral derrière tout ça. C'est que quand vous avez 3 marchands de lunettes qui veulent s'installer, mais que vous donnez la vocation à un seul, vous choisissez lequel, vous? Ben nous, on avait choisi de ne pas en implanter. On avait choisi de ne pas implanter de magasin Madame de lunettes. Santacana, je crois qu'il va falloir que vous revoyiez le modèle du commerce. Puisque vous pouvez acheter un bâtiment, vous pouvez l'acheter, l'installer. Au bout de 6 mois, le commerce peut se casser la figure. Et qu'est-ce qui s'installera après? Vous le déciderez, vous? Non, sauf si vous êtes toujours propriétaire du fonds. Alors, les modèles économiques, commerciaux, où on fait croire qu'on va installer telle enseigne et telle enseigne, on l'a vu avec M. Duprey, c'est de la foutaise. C'est de l'affichage, comme la création d'emplois, comme ça a été fait sur les aides des entreprises. Nous, on le voit, on pose les questions, et je peux vous dire que c'est de la foutaise. Le réalisme économique, la réalité des chefs d'entreprise, aujourd'hui, avec ce qu'il se passe sur le plan économique, social et sanitaire, le modèle est en train de changer. Le modèle est en train de changer. L'installation de Picard se fera. Il aurait pu se faire ailleurs. Et j'en ai parlé avec eux. Il aurait pu se faire ailleurs. Et il faut faire attention sur le trop bas prix d'un terrain au mètre carré. C'est que vous n'attirez pas obligatoirement ce que vous souhaitez. Voilà, et dans les conditions que vous souhaitez. Et quand vous regardez le prorata de l'achat du terrain, qui est quand même le foncier, qui n'est pas rien, par rapport au budget global de l'installation d'un magasin, le coût du terrain, ben chez nous, c'est pas grand-chose. Alors, ce que vous dites sur Montlouis, je suis surpris parce que M. Morette, sur ses terrains commerciaux, les vend à 65 € le mètre carré pour la partie commerciale. Entre 50 et 65, nous on les vend 25 à 30. Oui, voilà, 25 vous avez à 30 tout dit. et Château-Renaud 15. Donc Mais nous sommes au milieu. Mais nous sommes au milieu. C'est comme ça que vous créez de la dynamique commerciale, vous en étant Non, mais au attendez, milieu la dynamique commerciale, les mais gens, ils attendent pour s'installer que vous vouliez bien signer les autorisations, Mais monsieur vous Boutard. voulez rire Bah, bien sûr que non, je ne veux pas rire. Mais si, vous voulez rire, Non. parce que nous, on les a vus et on les voit. Oui. Et quand vous passez 2 heures à cause de ce que vous avez monté comme si beau modèle, Mais non, mais c'est... vous passez 2 heures chez un notaire pour régler les problèmes. Non, mais je pense que honnêtement... Mais honnêtement, Madame Santacana, vous pensez ce que vous voudrez, Bah oui, c'est merci. nos affaires, c'est nous qui les voyons. Je sais que vous êtes agent immobilier, mais en tout cas... Mais je n'ai jamais vendu de locaux commerciaux. Mais Attendez, alors, vous mélangez arrête. tout, c'est terrible. Non, mais c'est Nous, vous. en tout cas, on s'est toujours attaché à ne jamais faire ça. Eh ben, Peut-être que si vous Madame entendez ça, c'est que vous le Santacana, faites. c'est vous qui Moi, faites des jamais. mélanges de gens, puisque vous dites que Bah, les c'est gens vous qui- attendent. C'est vous qui faites... Personne n'attend. Je n'ai jamais commercialisé Personne- de locaux commerciaux. Eh bien, c'est votre problème, vous pouvez le faire. C'est pas. Non, voilà, vous non, êtes je libre, hein. mélange pas tout. Je mélange pas tout. Ah ben, vous pouvez le faire, c'est Oui. pas mon problème. Non, mais- en tout cas, c'est vous qui commencez à tout mélanger quand vous dites que les gens attendent que je veuille bien signer. Mais là, je pense que parce vous ne que- savez pas comment fonctionne une communauté de communes. Non. Écoutez, on va. J'ai une autre question à vous poser, si vous me le permettez. Oui, allez-y, On va ça sera sortir mieux. du modèle commercial, qui pourtant est important en termes d'économie, je pense. Eh bien, nous le défendons et et en nous création avons nos d'emplois. partenaires avec qui nous avons d'excellentes relations. Eh bien, écoutez, on fera le point effectivement dans quelques temps pour voir. Nous souhaitons vraiment que cette zone se développe. Hein. Le but, c'est ça. Elle ne se développera pas n'importe comment. Je n'ai jamais dit qu'elle se développe n'importe comment. Je souhaite qu'elle se développe économiquement. Sur le crématorium, puisque une zone d'activité, ce n'est pas qu'une zone commerciale. Et il y avait ce projet de crématorium. Où en êtes-vous ? Vous voulez qu'on en parle vraiment du crématorium, comme de la zone d'activité? Eh bien, le problème du crématorium, c'est qu'il est attaqué. Et qu'aujourd'hui, le prestataire, eh bien, on a des relations très lointaines.
avec celui qui a été choisi dans une DSP attaquée. Voilà où nous en sommes. Mais, vous voyez, en commission économique, ça aurait pu être abordé. Parce que moi, je l'ignorais. Eh bien, vous l'ignorez, mais je peux vous dire que moi, je ne l'ignore pas pour avoir à subir les affres de ce qui a été mal fait sous l'ancienne mandature et qui est attaqué. Peut-être, mais vous comprenez bien, par rapport à ma question tout à l'heure des commissions économiques, je pense qu'il serait primordial qu'il y en ait plus que 2 par an. Madame, Monsieur Duprey fait ses commissions au rythme qu'il souhaite. Et Monsieur Duprey, le vice-président, a toute ma confiance sur l'organisation des commissions économiques. Je vais vous dire pour le moment les sollicitations et la prise de contact avec les différents investisseurs, mais aussi avec des investisseurs qui connaissent des difficultés économiques, et vous avez l'air de l'oublier, eh bien, nous les avons. Et pour le moment, s'il y avait des projets économiques structurants sur le territoire, eh bien, il y aurait une commission économique. Si c'est pour simplement expliquer que la fameuse DSP sur le crématorium a du plomb dans l'aile et que ça me pose beaucoup de soucis et que je vous rappelle que moi-même que sous l'ancienne mandature, j'étais dans cette commission et que j'ai claqué la porte en voyant la méthode dont elle était montée, en voyant l'assistance à maîtrise d'œuvre, comment elle était menée par un avocat qui avait déjà choisi l'opérateur. Et je n'étais pas le seul, puisqu'à l'époque, une vice-présidente qui avait beaucoup de pouvoir s'est posé les mêmes questions que moi. Les mêmes questions que moi. Alors je peux vous dire que sur ce sujet du crématorium, j'avance à petits pas et j'ai quand même de grands doutes. De grands doutes. Mais vous êtes quand même d'accord que ça correspond à une demande. Malheureusement, c'est comme ça qu'il faut le dire. Mais Madame Santacana, si les choses avaient été bien faites, il serait déjà construit. Si les choses avaient été correctement faites, dans les règles, en toute transparence. Et je me souviens d'un échange avec Madame Alexandre sur ce sujet, où on avait tous les deux des doutes, et d'autres de la commission n'ont eu des doutes. Alors je peux vous dire, aujourd'hui, si tout avait été clairement fait, eh bien, il serait construit, et j'en serais très heureux. Par contre, son emplacement, j'ai été comme un certain nombre d'entre nous, à nous poser des questions, à faire un crématorium en milieu de zone d'activité industrielle. Ça se fait, honnêtement, ça se fait de plus en plus, parce qu'au milieu d'une zone pavillonnaire, c'est pas tendance non plus, vous voyez. Eh bien, ça dépend, madame. Je vais vous dire, il y en a même en centre-ville, celui de Blois est en centre-ville, et je pense que ça pose de problème à personne. Mais celui du Mans est en zone d'activité, si et ça pose de... Si vous voulez nous comparer au Mans... pourquoi vous avez un problème avec le Mans? Non, c'est-à-dire qu'on peut aller chercher partout en France. Non, mais parce que vous me parlez de Blois, donc j'ai bien le droit de vous parler du Mans. Ben voilà. À la fois, je pense que pour les entreprises, vous qui défendez un modèle économique, pour une entreprise, mais pour les sociétés aussi de pompes funèbres, je pense que le respect de la personne et des cortèges qui passent devant des entreprises, ce n'est pas obligatoirement le meilleur indicateur. En tout cas, nous allons passer au vote, parce qu'on pourrait passer la soirée à discuter sur un modèle qui s'est cassé la figure, et nous l'avons vu quand nous avons pris les rênes de la communauté de communes, et nous essayons de le rétablir pour qu'il apporte des recettes supplémentaires pour éviter d'avoir continuellement un budget PASA en déficit. Voilà, mes chers collègues, si vous voulez bien, je vais mettre aux voix ce budget annexe des zones d'activité. C'est la délibération numéro 6. Et je vais vous proposer d'adopter dans son ensemble le budget primitif 2021 de l'aménagement des zones d'activité de la CCVA qui s'équilibre en dépenses et en recettes comme suit. Sur le fonctionnement en dépenses, 20 477 321 €. En recettes, le même montant, bien sûr, puisqu'il doit être à l'équilibre. Sur la section d'investissement, en dépenses et recettes, 22 571 145 €, 0,5.
Pardon? J'ai dit 500, j'ai pas dit 511? 22 000, pardon, 511 000, 22 511 145,05 €. Je commence à être fatigué, moi aussi. Voilà. Donc, y a-t-il des votes contre? Madame Guichard, des abstentions? 4. Et tout le reste de l'Assemblée vote pour. Je vous remercie. Sur le budget primitif, annexe de l'assainissement. Monsieur Prieur. Bien, en ce qui concerne les dépenses de fonctionnement sur l'assainissement, les charges à caractère général s'élèvent à 981 665 €, donc un taux de 12,74%. Charges de personnel, 590 439 €, moins 3,43%. Autres charges de gestion courante, 3 000 €, qui est à ISO à 2020. Charges financières, 300 000 €, moins 6,25%. Charges exceptionnelles, 4 500 €, moins 62,50%. Versement de la section d'investissement, 504 901,71 €, une augmentation de 60,21%. Et des opérations d'ordre d'amortissement pour un montant de 950 000 €, soit moins 7,71%. Un total donc de 3 334 505,71 €, donc une augmentation de 5,47% au total. En ce qui concerne les recettes de fonctionnement cette fois, des produits de services du domaine de 323 000 €, inférieurs donc de 16,16% à 2020. Autres produits de gestion courante, 2 200 000 €, une augmentation de 4,75%. Une opération d'ordre de 220 000 €, inférieure à 3,93%. Et un solde d'exécution reporté pour un montant de 591 505,71 €. Un total de 3 334 505,71 €, avec une augmentation de 5,47%. En ce qui concerne les dépenses d'investissement, les emprunts et dettes assimilées s'élèvent à 654 000 €, les immobilisations corporelles pour un montant de 47 500 €, des immobilisations corporelles pour 652 000 €, des immobilisations en cours pour 281 500 €, opérations pour compte de tiers, 8 000 €, opérations d'ordre, 220 000 €, des résultats reportés pour un montant de 162 807,39 € et un resté réalisé de 581 623,69 €, pour un montant total donc de 2 607 431,08 €, soit moins 22,31%. En ce qui concerne les recettes, cette fois, d'investissement sur l'assainissement, des réserves de 144 551,08 €, des subventions d'investissement reçues, il n'y en a pas eu, des opérations pour compte de tiers pour 8 000 €, des emprunts et dettes pour un montant de 400 098,29 €, des virements de la section de fonctionnement de 504 901,71 €, des opérations d'ordre pour un montant de 950 000 €, un solde d'exécution reporté, il n'y en a pas, et un reste est réalisé de 599 880 €, soit un total de 2 607 431,08 €, en baisse de 22,31%. J'ai terminé, Monsieur le Président. Très bien. Y a-t-il des questions sur ce budget assainissement? S'il n'y en a pas, je vais donc le mettre aux voix. C'est quand même un budget très important. Le budget d'assainissement qui va mériter un investissement lourd, puisque l'assainissement est quand même quelque chose qu'on ne voit pas, mais quelque chose d'essentiel. Et nous avons beaucoup trop de reste à réaliser sur ce budget qui nous pose beaucoup de questions. En tout cas, il est proposé au Conseil communautaire d'adopter dans son ensemble le budget primitif 2021 assainissement de la CCBA qui s'équilibre en dépenses et en recettes comme suit. Sur son fonctionnement, en dépenses et en recettes, pour 3 334 505,71 €. Et pour la section d'investissement en dépenses et en recettes, pour 2 607 431,08 €. Y a-t-il des votes contre? Un vote contre, des abstentions? 3. Et le reste vote pour. Je vous remercie. Nous allons passer au budget annexe eau potable.
En ce qui concerne ce budget d'eau potable, dépenses de fonctionnement, donc des charges à caractère général pour un montant de 44 755 €, des charges de personnel de 62 520 €, des charges financières pour un montant de 35 000 €, charges exceptionnelles 2 000 €, opérations d'ordre amortissement 330 000 € et enfin un versement à la section d'investissement de 820 347 €, soit un total de 1 294 622 € pour une augmentation de 15,56 %. En ce qui concerne les recettes, cette fois, de fonctionnement concernant l'eau potable, des autres produits et gestion courante pour un montant de 610 667 €, une opération d'ordre de 41 100 € et un solde d'exécution reporté pour un montant de 642 855 €, soit un total de 1 294 622 € avec une augmentation de 15,56 %. Concernant les dépenses, cette fois, d'investissement sur l'eau potable, donc un emprunt et dette assimilé à hauteur de 121 000 €, des immobilisations corporelles pour un montant de 70 000 €, des immobilisations corporelles, j'ai dû dire incorporelles ou corporelles tout à l'heure, 702 247,03 €, des immobilisations en cours pour un montant de 216 000 €, des opérations d'ordre pour un montant de 41 100 €, des opérations patrimoniales pour un montant de 50 000 € et un reste à réaliser de 952 760,34 €, soit un total de 2 153 107,37 €, soit une augmentation de 5,71 %. Une réserve des recettes d'investissement, cette fois pour l'eau potable, toujours, et une réserve de 104 669,06 €. Il n'y a pas d'emprunt et de dette. Des virements de la section de fonctionnement de 830 347,03 €. Des opérations d'ordre pour un montant de 330 000 €. Des opérations patrimoniales pour un montant de 50 000 €. Un solde d'exécution reporté pour un montant de 378 091,18 € et un reste à réaliser d'un montant de 470 kg. Donc, ce qui nous fait un total de 2 153 107,37 €, soit une augmentation de 6 %. Très bien. Excusez-moi, j'ai un moment d'égarement. Je vais donc signer. Y a-t-il des questions? Il n'y a pas de questions. Je vais donc vous demander d'adopter dans son ensemble le budget primitif 2021 eau potable de la CCVA qui s'équilibre en dépenses et en recettes comme suit. En fonctionnement, en dépenses et en recettes, 1 294 622,03 € et en investissement, en dépenses et en recettes, 2 153 107,37 €. Y a-t-il des votes contre? Un vote contre, des abstentions? 4 abstentions, 4, et le reste de l'Assemblée vote pour. Sur ce budget d'eau potable, là aussi, il y a beaucoup de restes à réaliser. Il y aura des choix stratégiques à faire que Mme Mousset vous présentera très bientôt avec M. Elvat. Nous passons à la délibération numéro 9. Sur la constitution d'une provision pour risque. Je laisse la parole à Thierry Prieur. Oui, Monsieur le Président. Excusez-moi, Monsieur le Président, oui. Donc, la constitution d'une provision pour risque, je passe sur les vues et par contre, l'avis favorable du bureau communautaire du 6 avril dernier, de la Commission des finances en date du 8 avril dernier également, concernant l'instruction relative à la comptabilité publique M14. Donc, considérant l'ordonnance 2005-10-27 du 26 août 2005 relative à la simplification et à l'amélioration des règles budgétaires, considérant qu'une créance de 81 000 € existe pour l'association du centre Charles Péguy concernant les loyers de l'auberge de jeunesse Étiquette-Étape, et compte tenu des difficultés de recouvrement de titres émis, il est prudent de provisionner cette créance. Il est donc proposé au Conseil communautaire de constituer une provision pour créance compromise répondant aux principes de prudence et de sincérité de résultat pour un montant de 81 000 €. Ce montant fera l'objet d'une dépense au compte 6815 dotation aux provisions pour risque et charges de fonctionnement courant. Cette écriture est prévue au budget primitif 2021. Je dis président. Merci beaucoup.
Donc, mes chers collègues, y a-t-il des questions? Monsieur Ravier. Merci, Monsieur le Président. J'aurais aimé avoir quelques explications sur ce qui a été proposé, ce qui a été discuté avec l'association de la MJC, celle qui gère Étiquetap, qui est une association qui a pignon sur rue sur le territoire, qui est une association d'éducation populaire et qui a fait un travail extrêmement important. Et donc je voulais savoir, puisque là on parle sur de l'emploi et autres, si vous aviez avant ou en même temps que cette écriture comptable et cette proposition d'écriture comptable, travailler avec cette association sur l'étalage de la dette, les raisons, parce qu'il est clair que Étiquetap est fermé depuis les modalités du premier confinement et qu'il n'y a pas eu de recettes, ou peu de recettes, et que le tourisme n'a pas eu la possibilité de se développer et ni de proposer de l'hébergement sur ce lieu. Donc quel est le travail comptable qui a pu être fait, quelles sont les rencontres qui ont pu être faites avec cette association et comment une proposition d'étalage de dette peut être faite. Voilà, merci. Merci, Monsieur Ravier. Nous avons reçu à plusieurs occasions les dirigeants de cette association et le directeur. Je vous rappelle pour votre mémoire personnelle qu'en 2019, la MJC essuyait déjà un déficit, malheureusement, qui a été renégocié sur de l'étalement dans une décision et dans un avenant à la convention qui a été signée pour jusqu'en 2026. Avenant qui, pour moi, est nul et non avenu. Signé par la vice-présidente à l'époque aux finances de la communauté de communes, au nom du président de la MJC. Donc, nous avons un problème juridique sur cet avenant qui pourrait être considéré comme irrecevable, puisque la convention avait été faite au nom du président de l'association, mais signée par la vice-présidente de la communauté de communes, qui n'avait pas de fonction à la MJC à l'époque, au nom de la MJC. Donc déjà, l'étalement de la dette de 2019 nous pose un problème. Maintenant, sur 2020, effectivement, le montant et la méthode de calcul, vous vous en souvenez peut-être, mais vous n'étiez pas conseiller communautaire à l'époque. Sur le modèle économique qui avait été choisi par l'Étiquetap avec un loyer annuel de 90 000 €, je n'ai jamais cru à ce montage financier. Comment peut-on demander à une association dont ce n'est pas le métier, l'hôtellerie est un métier, si ça n'en est pas un, on voit comment tournent les établissements. En tout cas, c'est un métier, même si elle est sociale, même si elle est de plein air, même si. Donc, l'association connaît des difficultés, effectivement, sur le paiement des 90 000 € qui ont été augmentés, justement, dans cet avenant, qui nous paraît irrecevable aujourd'hui, et nous avons saisi notre service juridique sur ce sujet. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, nous faisons une provision, comme c'est marqué, sur la dette des 81 000 € pour 2020. D'ailleurs, nous avons reçu encore cet après-midi un message du directeur qui attend cette décision avec impatience pour pouvoir geler cette somme, puisque ça devient une provision pour la comptabilité même de la MJC. Nous nous sommes vus. Il y aura une décision de bureau qui sera prise très prochainement sur la continuité ou non de ce mode de gestion de l'Étiquetap. Ce mode de gestion de l'Étiquetap qui nous pose un problème évident, c'est qu'en 2017, il y a eu une loi qui est claire, qui impose à ce que les espaces publics, les établissements publics répondent à un appel d'offres pour leur gestion. Donc, sur ce sujet-là, là aussi, on a des questions juridiques. Et je ne voudrais pas, en tout cas, il y aura une nouvelle négociation si la MJC continue, puisque la décision n'est pas prise.
de savoir si on maintient ce loyer et comment on calcule le loyer. Moi, je ne crois pas au modèle des 90 000. Je crois à un socle de remboursement de l'investissement et à une partie qui pourrait être une partie variable avec un pourcentage sur le chiffre d'affaires. Mais toutes ces questions-là seront abordées lors d'un bureau. En tout cas, il y a un modèle. La communauté de communes a payé cet engagement financier lourd. Aujourd'hui, il ne fonctionne pas à cause de la Covid, mais aussi à cause d'une situation de statut de l'association, puisqu'elle ne peut ni commercialiser, ni faire de promotion. Donc ça pose un réel problème. Tout le modèle est à revoir. Et c'est un dossier que nous travaillons, bien sûr, avec la MJC. Voilà. Y a-t-il d'autres interventions sur ce sujet ? Simplement, est-ce que la négociation sur l'étalage de la dette a eu lieu et le travail qui a pu se faire? Etiquetap, c'est un label, et un label qui est tenu par un mouvement associatif, il est assez complet. Il peut être tenu sur les auberges de jeunesse, sur les ligues et d'autres mouvements associatifs. Il n'y a pas qu'un modèle associatif de la MJC, sauf que lui, il est à pignon sur rue et il y a un travail où on peut aller pas plus loin que Blois, parce que vous parliez tout à l'heure de Blois, il est tenu par une association à Blois. Donc bon, je pense que voilà. On peut effectivement travailler, et je pense que c'est ce que vous l'avez dit, sur la baisse du loyer, ça peut se faire, mais la vraie question c'est, voulez-vous encore de l'opérateur MJC sur le territoire? C'est tout. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné, il y a juste une vraie question. Là, vous nous parlez de l'opérateur, est-ce qu'on le garde ou pas au sein de la MJC, enfin, au sein d'Etiquetap? Pour la gestion, c'est ça. Nous, c'est comme ça qu'on le... Vous comprenez ce que c'est qu'une provision pour risque? Oui. Non, mais on a compris, mais c'est pour ça qu'on me demandait quel est l'étalement de la dette, et si la négociation était faite dans ça permettait de savoir qu'il y avait l'opérateur, il pouvait être serein, ou éventuellement cette négociation n'avait pas eu lieu, et dans ces cas-là, on peut retirer un agrément. Donc c'est bon, voilà. Vous voyez, nous on veut une forme de certitude, mais peut-être que je me trompe et que je m'en vais sur des élucubrations. Je veux simplement avoir quelques certitudes sur une association qui a pignon sur rue sur le territoire et de l'emploi. Et je crois que... Enfin, moi, j'ai été même surpris des propos de son directeur qui disait que nous avions entièrement raison, qui nous a donné plusieurs fois raison, en disant que le montage qui a été fait à l'époque n'est pas le bon. Et si on continue sur ce montage en étalant 81 000, comme on a déjà étalé en 2019, 35 000, mais on ne va pas s'en sortir. Tous les ans, on ne va pas continuer à réétaler de la dette, alors que la convention n'est jusqu'en 2026. Et ce n'est pas une question, je veux ou pas de la MJC sur le territoire, mais je ne suis pas un tueur d'association. Au contraire, cette décision et les décisions qui se prendront, c'est peut-être que l'organisation, l'outil MJC pour tenir l'étiquetable n'est pas structuré comme il le faut. Moi, j'en sais rien, c'est pas moi qui la dirige. Donc, mais en tout cas, soit on réétale la dette sur 5 ans, de 81 000 plus déjà ce qu'il y a en plus, mais on va les tuer. On va passer à des loyers à 120 000 euros. Non, faut pas, il faut baisser le loyer. Ben, vous ne pouvez pas me demander d'étaler la dette en baissant le loyer. Sinon, ce n'est pas un étalement de la dette, c'est un écrasement de dette. Donc, je ne comprends pas. Vous qui me parliez tout à l'heure de commerce, si effectivement vous pensez qu'un étalage de dette, c'est une diminution d'un loyer, alors là, je ne comprends plus, non, effectivement. On est sur une association, on n'est pas sur un commerce. Mais on est sur un modèle économique. Associatif peut-être, mais un modèle économique. Il faut qu'il devienne rentable pour l'association, sinon on se retrouve dans cette situation, et pour la communauté de communes. Enfin, ce n'est pas de l'hôtellerie de bienfaisance. C'est un outil économique. L'hôtellerie sociale est une économie. Je pense que je suis d'accord avec vous. Le loyer a sans doute été trop haut, enfin fixé trop haut, parce qu'à l'époque, je me rappelle aussi, j'étais conseillère communautaire, il intégrait une part de restauration qui n'a pas lieu. Et effectivement, sans restauration, on ne peut pas arriver, je suis d'accord avec vous, à payer ce loyer-là. Alors là, je peux vous dire restauration par restauration, parce qu'on pourra en parler, du contrat de restauration. Oui. Ça serait pire.
Ça serait pire. Non, je crois pas. Mais ah bon. si. Bon. Ah ben. Alors- Et le dossier, on le connaît parfaitement, Oui, Madame oui, ben, Santacana. je peux vous dire on- que les responsabilités, on les assume et on les assume tous les jours. Alors, je parle Et pas de ça. donc, sur le centre Charles Péguy, mais on ne va pas y passer la soirée non plus, la décision qui C'est est prise important, ce quand même. soir, le modèle de C'est important. l'étiquetable, ce sera une autre décision qui sera débattue en conseil communautaire. Il y aura une décision à prendre. Ce soir, la décision qui est prise, c'est justement de ne pas continuer à enfoncer, de plutôt faire une provision qu'un étalement de dette. Avec une provision, au moins, on leur laisse le temps à eux de s'organiser. Ils nous ont demandé quel était notre modèle commercial et économique pour l'étiquetable. Donc, on va leur répondre. Mais on a aussi des questions juridiques qui se posent à nous, auxquelles on doit répondre. Moi, je fais les choses dans les règles. Et de la façon la Mais plus j'entends transparente. bien, mais il me semble quand même que celui de Blois qui fonctionne bien Mais est géré par arrêtez. une association. Non, parce que vous dites que ce n'est pas juridiquement valable. Je me demande comment. Mais c'est pas que c'est pas valable pour la MJC, c'est que vous, pour donner un marché d'exploitation d'un bien public, vous devez faire un appel d'offres. Il n'a jamais été fait. Jamais. Jamais la MJC a été mise en concurrence avec un autre organisme. je suis étonnée. C'est obligatoire depuis la loi de 2017. Oui, je suis assez étonnée de ce que vous dites. Bah non, c'est la loi. Et concernant Blois, Et on ne puis- peut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Comment? Concernant Blois, on ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Parce que? Parce que ça n'a rien à voir. Et pourquoi ça n'a rien à voir? L'histoire, l'organisation et Ah le non, c'est pas fonctionnement et la l'histoire, je vous gestion. parle du modèle économique Alors, de Blois. Je vous parle On pas va d'histoire. voter, s'il vous plaît, sur la constitution d'une provision pour risque. Ce soir, je ne fais pas le débat de la MJC et de l'étiquetable. Oui. L'important, c'est quand même, Christine, je vais te laisser la parole, mais c'est de constituer une provision pour justement ne pas les mettre plus en danger. Et pour avoir assisté à la dernière réunion cette semaine avec l'association Charles Péguy, avec Monsieur le Président, nous avons demandé donc une prospective, un projet d'établissement que nous n'avons toujours pas obtenu non plus de leur part. On n'a pas pour le moment pris de décision et tous les éléments dont nous avons besoin, nous ne les avons pas à notre disposition. Merci beaucoup. Donc, il vous est proposé de constituer une provision pour créance compromise répondant au principe de prudence et de sincérité du résultat pour un montant de 81 000 euros. Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie de ce vote à l'unanimité. Délibération numéro 10. Subvention versée aux associations. La communauté de communes du Val d'Amboise entend poursuivre un soutien actif aux associations, à leurs projets, à leur développement, aux manifestations qu'elle organise. Vous avez donc le tableau qui était qu'une annexe du budget principal, mais là qui devient une délibération pour un montant total de subventions aux associations à 906 347 euros. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, et cette année, je pense qu'on n'a oublié personne, donc tout le monde y est. Donc, si vous en êtes d'accord, je vais vous proposer d'attribuer les subventions ci-dessous pour un montant total de 906 347 euros. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération numéro 11. Prorogation, il faut vraiment que je mette mes lunettes, mais ça fait de la buée. Prorogation d'un an du pacte financier et fiscal. Il est donc proposé au Conseil communautaire de proroger d'un an la durée du pacte financier et fiscal, permettant ainsi une validité jusqu'en décembre 2021. Il arrive effectivement à échéance. Les propositions qui ont été faites est bien sûr de le retravailler. J'ai entendu les collègues des communes de Possé et de Nazelles. Il faut effectivement qu'il soit travaillé en toute transparence et en toute clarté. Donc je vous propose de proroger l'ancien jusqu'en décembre 2021. Y a-t-il des questions? S'il n'y en a pas, je vais mettre aux voix. Des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie de cette unanimité. Délibération numéro 12.
concernant le développement économique, numérique et touristique sur la zone de la Boîtardière avec la vente d'un terrain à la société civile immobilière 2G. Je laisse la parole à Pascal Dupré. Je vous dispense des vues. Par délibération du 22 octobre 2020, Val d'Amboise a donné son accord pour la vente d'un terrain pour le projet porté par M. Garnier et M. Garcia. Pour rappel, le projet consistait à la création de 3 cellules commerciales, une brasserie, un magasin de vente de produits surgelés et une cellule commerciale qui sera mise en location. Il s'avère que ce terrain n'est pas assez grand et pose des problèmes d'organisation de la circulation, notamment pour la livraison des poids lourds. Afin de résoudre ces problèmes et pour éviter le déplacement d'un coffret électrique nécessaire pour l'accès à cette parcelle, il a été proposé, en concertation avec M. Garnier et M. Garcia, de vendre la parcelle voisine à la SCI 2G, voire plan de bornage 6 juin, vous avez dû la voir, on l'affiche peut-être, c'est juste à côté, la parcelle juste à côté. Ainsi, le projet initial serait adapté et permettrait une plus grande mutualisation des espaces et des parkings. Le choix des enseignes qui occuperaient les cellules commerciales se fera en concertation avec la CCVA. Des contacts ont déjà été engagés en ce sens. Magasin d'électroménager, magasin vente de bière et spiritueux, une micro-crèche, magasin de jouets et jeux. Le terrain objet de la demande, la parcelle F 2796 et F 2797. Superficie du terrain, lot 6 et lot 8. Total de superficie 2596 mètres carrés. Localisation, parc d'activité La Boîtardière Ouest, commune d'Amboise. Le prix, lot 6 et 8, 30 € hors taxe par mètre carré, soit un total de 77 880 € hors taxe. Il est proposé au Conseil communautaire d'approuver la vente du terrain apparaissant sur le plan annexé en tant que lot 6 et lot 8 d'une surface totale de 2596 m², correspondant aux parcelles F 2796 et F 2797, au prix de 30 € hors taxe le mètre-carré, soit un prix total de 77 880 € hors taxe sur la commune d'Amboise, à M. Grégory Garnier et M. Denis Garcia, représentés par la SCI 2G, et d'autoriser le président à signer tous les actes et pièces nécessaires à la réalisation de cette opération. Y a-t-il des questions? Monsieur Léva. Monsieur le Président, merci. Oui. C'est la 3e fois que cette Assemblée est sollicitée pour la vente de terrain à la Boîtardière. Et une fois de plus, le prix me semble extrêmement bas. J'ai bien entendu les arguments qui ont été exposés avant. J'ai bien noté aussi que, Monsieur le Président, vous avez dit que ça serait la dernière fois, dont acte, nous verrons. Je suis aussi un petit peu éloigné et pas vraiment concerné par vos disputes très amboisiennes, je vois, sur l'histoire de ces terrains, très bien. Mais je voudrais juste dire qu'il me semble quand même que le nom d'Amboise puisse être valorisé à un peu plus que 25 ou 30 € le mètre carré. Et c'est donc pour cela que je voterai contre cette résolution. Voilà, c'est juste pour vous expliquer. Merci. Très bien, Monsieur Léva. Ces disputes n'ont rien d'amboisienne, elles sont d'une compétence communautaire, même si elles sont sur la ville d'Amboise. Elles pourront se poser sur d'autres communes, même celle de Nazel-Négron. Monsieur Léva, vous me dites que je ne vends pas assez cher, je vous ai déjà répondu à ce sujet. Des engagements auprès de Monsieur Garcia et de Monsieur Garnier ont été pris sous l'ancienne mandature à ce tarif. Je ne peux pas revenir sur des montants de tarifs de vente.
Vous imaginez bien, vous qui avez été dans le commerce. Sinon, sauf peut-être à être marchand de tapis ou marchand de je ne sais quel autre produit, de négociation directe. Là, il y a eu des engagements de prix par la communauté de communes. Je ne peux pas casser cette décision. C'est pour ça que sur les parties sur lesquelles il y avait des accords de préalable, nous vendrons au prix, et je l'ai déjà dit, parce que c'est aussi de l'honnêteté vis-à-vis des investisseurs, tous les points, les parcelles sur lesquelles il n'y avait pas de projet, et on va s'arrêter bientôt, hein, parce qu'il y en avait, 6, 7, 8 projets. C'est tout. Tout le reste rentrera dans le cadre de ce que nous avons demandé à la SED dans son assistance pour le moment, et puis après d'un appel d'offres, d'une révision de tout ce principe, et en même temps, je le rappelle, d'une analyse commerciale du territoire. On doit la faire, pas installer tout et n'importe quoi, et vous le savez comme moi, on le voit dans les communes, hein. Aujourd'hui c'est un boulanger, demain ce sera peut-être un boucher. Donc la maîtrise des fonds, voilà, ça ne se décide pas en conseil communautaire dans un bureau de président de Comcom. Mais j'entends vos arguments. Mes chers collègues, je vais donc vous demander d'approuver la vente des terrains, sauf s'il y a d'autres questions. Non. La vente des terrains du lot 6 et du lot 8 d'une surface totale de 2596 m² correspondant aux parcelles F 2796 et F 2797 au prix de 30 € hors taxe le mètre carré, soit un prix total de 77 880 € hors taxe sur la commune d'Amboise, à M. Grégory Garnier et à M. Denis Garcia pour la SCI 2G, et enfin d'autoriser le président ou son représentant à signer tous les actes et pièces nécessaires à la réalisation de cette opération. Y a-t-il des votes contre? 2. Y a-t-il des abstentions? 1. Et le reste de l'Assemblée vote pour. Je vous remercie. Délibération numéro 13. Je vais laisser la parole à Madame Jacqueline Mousset pour la rétrocession de parcelles du domaine public. Monsieur le Président, informe les membres du Conseil communautaire d'une demande reçue de Madame Sandrine Marin concernant l'acquisition d'une parcelle du domaine public située 8 Vallée Saint-Martin à Lussau-sur-Loire, voie communale dont la compétence a été transférée à la communauté de communes du Val d'Amboise. Les attributions dévolues au maire et au conseil municipal par les dispositions de l'article L. 141-12 du Code de la voirie routière sont exercées, le cas échéant, par le président et par l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, en l'espèce nous-mêmes. La communauté de communes assume l'ensemble des obligations du propriétaire de la voirie, mais elle reste propriété de la commune. Le conseil municipal de Lussau-sur-Loire a délibéré favorablement à la demande de Madame Marin en date du 12 mars 2021. Les frais afférents à cette demande seront à la charge de Madame Marin. Le détachement de la parcelle n'a pas pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie, ce qui dispense la collectivité de procéder à une enquête publique. Merci beaucoup. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, je vais vous demander de valider le projet de délibération relatif au déclassement de cette parcelle. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vous remercie. Vous avez eu les décisions et les tableaux des marchés que j'ai signés et qui ont été aussi les décisions du bureau communautaire. Je n'ai pas reçu de questions écrites. Donc, mes chers collègues, après maintenant plus de... Ah oui, avant de partir, malheureusement, Amboise est punie, mais il faut signer les budgets, les feuilles. Vous en avez 8 à signer. Voilà, signez-les bien avant de partir. C'est les feuilles approuvant le vote du budget et des budgets annexes. Mes chers collègues, je vous souhaite une excellente soirée. J'ose même pas vous dire bon appétit. Je pourrais peut-être me résumer à simplement bonne nuit.
prochaine fois.